Bonjour, chers clients, partenaires et mon team. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société PILTS Industrie électrotechnique sur le thème acquisition et utilisation sur de machines. Je m'appelle Bert Reber et responsable pour EM Industrie. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec la présentation complète et lien vers l'assortiment. Nous vous remercions de votre participation et espérons que cet webinaire c'est très instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de PILTS Électronique, Monsieur Nicolas Wabinetz, qui sera... vas-y. Salut. Bonjour. Enchanté. S'il vous plaît, présentez. Le stage is yours. Tip top. Bonjour à tous, je suis Nicolas Wabnitz, je serai votre présentateur pour aujourd'hui. Je suis consultant, formateur pour la société PILTS depuis un peu plus de 12 ans aujourd'hui, dans tous les sujets qui vont traiter de la sécurité des machines. PILTS est capable de vous accompagner. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'acquisition, de l'utilisation sur deux machines. Donc, dans cette présentation, on va vous montrer un petit peu tout ce qui va vous permettre d'acquérir, d'utiliser une machine sans risque. Donc, dans l'idée, on va vous présenter rapidement plusieurs thématiques. La première, le cycle de vie des machines. Donc, le cycle de vie des machines, autrement dit, c'est un petit peu notre to-do list de la sécurité pour définir qu'est-ce qu'on doit faire, à quelle étape de la conception jusqu'à l'utilisation, jusqu'à éventuellement même la mise au rebut d'une machine. En deuxième, on va vous parler un petit peu de quelles sont les obligations du fabricant. Donc vous achetez une machine à un fabricant de machines, lui doit réaliser des machines sûres. Qu'est-ce que vous pouvez vérifier? À quelle étape? On va voir ça ensemble. Troisième thématique, on va aborder quelles sont les obligations de l'exploitant. Donc l'exploitant, lui aussi, va vivre sur une grosse période du cycle de vie de la machine et va devoir effectuer des tâches au fur et à mesure. Et puis rapidement, pour finir, on vous présentera un petit peu notre société, nos contacts, afin de pouvoir vous présenter un petit peu ce qu'on est capable de faire. Alors, ce cycle de vie des machines, à quoi il ressemble? Donc, je vous disais, il nous accompagne tout du long de la vie de la machine. Donc, les premières étapes de ce cycle de vie démarrent chez les fabricants. D'accord? Donc, un fabricant va développer une idée, développer sa machine, la construire, la fabriquer. Ça va être la première étape du cycle de vie de la machine. Ensuite, il va devoir la rendre conforme. D'accord? Donc, il va devoir la mettre sur le marché, la distribuer, et tout ça en répondant à la réglementation en vigueur. Donc, on va devoir passer à travers toutes les étapes de réglementation, de normalisation, pour pouvoir concevoir une machine sûre, afin qu'elle soit mise sur le marché de manière adéquate. Ensuite, on passe du côté de l'exploitant. D'accord? Donc, du côté de l'exploitant, on va avoir également deux grosses étapes de notre cycle de vie. Première étape, la mise en service et la préparation à l'utilisation de votre machine. Durant cette étape, vous allez réceptionner votre machine, vous allez vous assurer qu'elle répond bien à votre besoin, à votre cahier des charges. Et puis, vous allez ensuite exploiter. Donc, dernière phase, l'utilisation de la machine, et ce, jusqu'à la mise hors service de votre équipement.
Si on zoome un petit peu sur cette première étape, alors chez le fabricant, la première chose que celui-ci va devoir réaliser, c'est de s'assurer c'est de vérifier déjà quelles vont être les réglementations, les lois auxquelles il va devoir répondre. D'accord ? Donc cette première étape, ça va être de s'assurer que je réponds bien aux différentes exigences essentielles des différentes directives qui peuvent s'appliquer à cette machine. D'accord ? Donc il va devoir déterminer quelles sont les exigences, quelles sont les directives, quels sont les règlements qui s'appliquent à la conception de son équipement. Et là, on a un petit peu de nouveau. À partir du 20 janvier 2027, on a un nouveau règlement machine qui rentre en vigueur et qui remplacera la directive machine en service depuis 2006. Pour pouvoir répondre à cette réglementation de manière adéquate, on va devoir suivre les règles de l'art de la technique, l'état de l'art de la technique, autrement appelé les normes. D'accord ? Les normes sont nos documents de référence technique qui vont nous permettre de répondre à la réglementation. Ce sont des documents détaillés, ce sont des documents validés qui vont permettre de standardiser quelles sont les exigences qui permettent de répondre à telle ou telle partie de telle ou telle loi. Deuxième étape, le fabricant de machines démarre sa conception. D'accord ? Et pour ce faire, il va suivre les différentes lois, les différentes normes. Et la première grosse étape de toute conception machine, ce sera toujours l'évaluation, l'appréciation des risques. Donc lors de l'appréciation des risques, on va déterminer, identifier les limites de la machine, les différents phénomènes dangereux, les différents scénarios qui pourraient produire des accidents. Et pour pouvoir mitiger tout ça, on va devoir créer un concept, un design de la sécurité qui nous permettra de répondre aux différents risques afin de les réduire de la manière la plus adéquate possible. Une fois qu'on a conçu tout ça, on va devoir vérifier, s'assurer que les mesures qu'on a choisies peuvent répondre aux normes, à l'état de l'art, de la technique. Ensuite, on va intégrer, mettre en œuvre ces différentes étapes sur notre machine. On va documenter, donc réaliser notre documentation technique de tout ce qu'on a fait. Et une fois documenté, une fois mis en œuvre, on va devoir encore valider que ce qu'on a réalisé, ça répond bien aux objectifs des normes, aux objectifs de la réglementation. Et seulement là, on pourra générer une déclaration de conformité CE, apposer une plaque CE sur la machine. Pour rappel, c'est une obligation en Suisse également de marquer les machines CE depuis le 1er janvier 1997. Troisième étape. Alors la troisième étape du cycle de vie, elle se passe, comme je le disais tout à l'heure, chez l'exploitant. D'accord ? Donc l'exploitant, il va devoir préparer son personnel à l'utilisation de la machine. Et pour ce faire, quoi de mieux que de réceptionner la machine afin de savoir si elle remplit bien les conditions de votre cahier des charges. D'accord ? Donc, nous, on appelle ça la phase de DRA FATSAT pour Design Risk Assessment, Factory Acceptance Test et Site Acceptance Test. Donc, dans l'idée, on va faire une appréciation des risques en phase de conception pour pouvoir s'assurer que la conception du fabricant de la machine correspond bien à notre cahier des charges. Ensuite, on va faire une réception machine chez le fabricant pour s'assurer, après conception, que la machine répond toujours au cahier des charges. Et puis enfin, on va encore s'assurer que la machine est bien conforme sur site, donc au niveau de l'utilisation, dans le contexte d'utilisation, dans l'environnement et avec le personnel qui gravite autour. On a également quelques obligations au niveau de l'ordonnance sur la prévention des accidents. Donc on doit vérifier les dispositifs de protection. Ça, c'est une obligation de l'utilisateur. Donc typiquement, à l'article 24, on nous dit « Seuls les équipements de travail qui sont sûrs peuvent être utilisés ». On va examiner la documentation technique, qu'est-ce qui est disponible. On va lire le manuel d'instruction. On va vérifier quelles peuvent être les procédures lockout-tagout afin de pouvoir consigner les énergies de manière appropriée. Et attention également, si vous achetez des quasi-machines,
ou si vous créez des assemblages ou des ensembles de machines plus importants, peut-être qu'il est de votre rôle de définir qui devra marquer cet ensemble de machines nouvellement créées. D'accord ? Donc cet ensemble de machines, si le fabricant n'a pas été défini à la base, ce sera votre rôle d'assumer le rôle du fabricant. Partie 4 de notre cycle de vie de la machine. Donc ici, on est dans la phase d'exploitation. Et là aussi, on a des lois, des ordonnances à respecter. Donc dans les phases d'exploitation, la loi sur l'assurance accident, article 82, nous dit « Il faut prendre les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. » D'accord ? Alors l'état de la technique, encore une fois, ça renvoie vers les normes. Les normes sont toujours mises à jour, doivent toujours être actuelles afin de correspondre aux besoins réels de la technique du moment. On nous dit également dans l'ordonnance sur la prévention des accidents, à l'article 3, que la vérification des dispositifs de protection doit être réalisée à intervalles appropriés. Attention, en cas de modification de votre machine, en cas de transformation, de rétrofit, on pourrait générer une modification dite substantielle ou une modification importante de la machine. Dans le cadre d'une modification trop importante, vous pourriez également être considéré comme le nouveau fabricant de la machine. Alors, quelles sont les obligations du fabricant? Donc, le fabricant, c'est lui qui va avoir le maximum d'obligations, étant donné que c'est lui qui commercialise des machines et qui va devoir répondre directement à la directive ou demain au nouveau règlement machine. Alors, la première étape de la conception de notre fabricant, ça va être de devoir réaliser une appréciation des risques. Alors, une appréciation des risques, elle doit pouvoir répondre aux exigences de la législation. Donc, la directive machine comme le règlement machine nous demandent systématiquement de réaliser une évaluation des risques. D'accord ? On doit réaliser une évaluation des risques selon la norme harmonisée la plus adaptée, qui va être la norme EN ISO 12100. L'objectif de cette appréciation des risques, ça va être de, dans un premier temps, déterminer quelles sont les limites d'utilisation de la machine. Donc les limites environnementales, les limites dans le temps, les limites de qui utilise la machine, dans quelle situation, quels sont les matériaux qu'on doit utiliser sur notre machine. Une fois qu'on a déterminé nos limites, qui nous permettront par la suite d'élaborer des scénarios potentiels d'accident, on va devoir identifier quels sont les dangers. Alors on va identifier les dangers aussi bien en phase de conception sur le 3D de notre machine, à partir d'images, à partir de descriptions, à partir de tout ce qu'on a à disposition déjà pour identifier les dangers potentiels qui apparaîtront sur notre machine réelle. Une fois qu'on a identifié les dangers, on va devoir estimer le niveau de risque. D'accord ? Donc, on va étudier la probabilité d'occurrence, la gravité des dommages potentiels, afin de déterminer une probabilité de risque par rapport à notre danger. Ensuite, on va devoir évaluer le risque, savoir est-ce qu'il est acceptable en l'état, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il va falloir le réduire de manière adéquate. Si l'évaluation des risques montre que le risque n'est pas acceptable en l'état, à ce moment-là, on va devoir développer une mesure de réduction des risques qui permettra de répondre à un niveau d'exigence défini dans les normes et dans la réglementation. Deuxième étape, on va décrire quelles sont ces mesures de réduction des risques. Et quoi de mieux qu'un document qui s'appelle le concept de sécurité pour répondre à ce besoin. Donc on va développer toutes nos mesures de réduction des risques selon l'état actuel de la technique. On va tenir compte de toutes les normes en vigueur. Donc typiquement, quelques normes ici vous sont présentées, comme la norme EN 60204-1, qui régit un petit peu toute l'installation, les équipements électriques associés
aux machines. On parle également régulièrement de la norme EN ISO 13849-1. Cette norme-là, elle va définir les exigences relatives aux différentes fonctions de sécurité et les définir sous forme de niveau de performance, le fameux PL. On a également une norme alternative qui va nous parler de niveau d'intégrité de sécurité, autrement dit SIL, selon la norme EN 62061. Et puis on va avoir d'autres normes de conception, comme la norme EN ISO 14119 qui va traiter des exigences et de la sélection des différents dispositifs de verrouillage et d'interverrouillage pour vos protecteurs sur vos machines. Ou encore la norme EN ISO 13850 qui va traiter des différentes exigences pour les dispositifs d'arrêt d'urgence qu'on va retrouver sur toutes nos machines. Donc c'est une obligation d'avoir sur toutes nos machines des arrêts d'urgence. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de normes harmonisées. Alors une norme harmonisée, c'est une norme qui a été définie par l'Union européenne comme répondant à certaines exigences d'une directive ou d'un règlement. D'accord ? Donc pour répondre à la sécurité et à toutes les exigences d'une directive ou d'un règlement, on va devoir répondre à plusieurs normes. Et ces normes-là sont autrement appelées les normes dites harmonisées. Alors les normes, je vous ai dit également, ça évolue constamment. On a sans cesse la technique qui va évoluer, qui va bouger et qui va vous forcer à vous adapter à ce qui se fait de nos jours. D'accord ? Donc pour retrouver les normes harmonisées, on peut aller par exemple sur le site de Switek qui va nous donner toutes les nouvelles normes harmonisées au règlement machine, à la directive machine ou à d'autres directives qui pourraient vous concerner. D'accord ? Donc, on va retrouver un document sous cette forme-là, avec une date. Attention, le tableau des normes harmonisées évolue régulièrement, en général 2 à 3 fois par an. Il y a des normes qui rentrent, des normes qui sortent. Attention à la date de validité, d'harmonisation, de présomption de conformité de ces normes-là. Je vous invite à vous rendre sur le site de Switek pour pouvoir suivre quelles sont les normes en vigueur actuellement pour votre machine. Donc c'est là-dedans que vous retrouverez les informations de ce type-là. Lorsque je vais chercher à réduire les risques, je vais devoir suivre le diagramme de réduction des risques en 3 étapes de la norme ISO 12100. Alors, la norme ISO 12100 nous dit qu'on va devoir réduire le risque en première étape par des mesures de conception intrinsèques, en deuxième étape par des mesures de protection et en troisième étape par des mesures organisationnelles ou d'information pour l'utilisation. Au niveau de la Commission fédérale sur la coordination pour la sécurité au travail, la CFST, on connaît également cette méthode sous le nom de STOP, d'accord ? Avec le S pour la première étape, substitution ou remplacement. On va chercher à réduire le risque en le remplaçant par quelque chose de moins dangereux, si possible même de pas dangereux. Deuxième étape, on va mettre en œuvre des mesures techniques, le T de STOP. Donc les mesures techniques, elles vont permettre de protéger l'installation, souvent l'accès aux phénomènes dangereux. Et puis, on va retrouver en dernière étape le O et le P, donc pour les mesures organisationnelles et les mesures de protection personnelle. Autrement dit, les équipements de protection individuels. Et puis pour l'organisationnel, on va retrouver les procédures, les formations, les pictogrammes et autres mesures d'information collective. D'accord ? Alors, première étape de réduction des risques, conception intrinsèquement sûre. Alors, pour concevoir une machine de manière sûre, on va pouvoir respecter certaines normes. Par exemple, la norme EN ISO 13854 dans son tableau 1 définit à partir de quelle distance entre deux pièces je considère que je ne pourrais pas écraser les différentes parties du corps. Donc, par exemple, je n'écraserai pas une main, un doigt, un bras à partir de telle ou telle distance.
Dans la conception intrinsèquement sûre, on peut également changer la forme de nos pièces mécaniques. Donc typiquement sur l'exemple qui vous est donné sur l'image du milieu, on crée des angles histoire de chasser le doigt qui pourrait être écrasé plutôt que d'avoir une arête à 90 degrés qui pourrait écraser le doigt. Ou encore dans la présentation de la roue à rayon. Donc si on a une roue à rayon, on peut mettre la main à travers. Si elle est pleine, on ne peut plus. Résultat, on protège de manière intrinsèquement sûre la zone dangereuse. Autre mesure intrinsèquement sûre, très connue aujourd'hui, c'est le fait de modifier le process par un process moins dangereux par exemple, ou encore de l'automatiser pour rendre non nécessaire l'apparition d'un phénomène dangereux par le fait que l'opérateur n'est plus dans la zone. Deuxième étape de réduction des risques, les mesures techniques de protection. Alors là, dans ces mesures techniques de protection, on va retrouver les protecteurs et les dispositifs de protection. Alors les protecteurs, souvent définis comme des mesures dites mécaniques, et les dispositifs de protection comme des mesures dites de contrôle. Donc un protecteur, il permet de protéger par obstacle mécanique. Un dispositif de protection, il sera toujours associé à un système de commande relatif à la sécurité afin d'arrêter l'accès, d'empêcher l'accès au phénomène dangereux avant que celui-ci n'ait été arrêté par le système de commande. Un bon exemple de cette mesure de contrôle, c'est par exemple un scrutateur laser qui va nous permettre de définir une zone de sécurité, qui va nous permettre, avec un angle relativement large de 275 degrés, de regarder jusqu'à derrière lui et de pouvoir, par la même occasion, créer des zones jusqu'à 5 mètres de profondeur, jusqu'à 40 mètres en zone d'alerte, pour pouvoir interdire l'accès à une zone pendant un mouvement dangereux de la machine, ou pour pouvoir détecter une intrusion dans une certaine zone afin d'empêcher la machine de fonctionner pendant qu'un opérateur est dans la zone dangereuse. Dès lors qu'on met en œuvre des mesures de type dispositif de protection, on va générer des fonctions de sécurité. Donc une fonction de sécurité va devoir être vérifiée également. Donc on va la vérifier de différentes manières, souvent et essentiellement par calcul. Donc on va vérifier le niveau de performance ou de SIL qu'on a atteint avec un outil comme par exemple Systema. On va associer nos différents éléments de notre chaîne de contrôle. Ça va nous donner un niveau de performance atteint, un niveau de SIL atteint, et la preuve par calcul que la conception prévue des fonctions de sécurité répond aux exigences en ce qui concerne les composants, le câblage, monocanal, bicanal, diagnostic, etc. Une fois vérifier nos boucles de sécurité, on va passer à la mise en œuvre. Donc les fonctions vont être testées, on va créer les schémas électriques, fluidiques, approvisionner les composants, construire nos armoires électriques, câbler, configurer, programmer les systèmes de commande de sécurité, et ensuite on passera à la mise en service. Et là, on a quelques exemples d'applications pour vous avec le scrutateur laser que je vous présentais juste avant, comme par exemple la prévention d'un démarrage intempestif. Donc on voit ici un opérateur qui rentre dans une zone dangereuse, il ouvre la porte, la machine s'arrête. Durant cette phase, il va ramasser quelque chose qui est tombé, faire une tâche de maintenance quelconque, vérifier quelque chose sur la machine. Un autre opérateur arrive, ne le voit pas parce qu'il est derrière le robot, tente de redémarrer la machine, mais grâce au scrutateur laser, celle-ci ne pourra pas redémarrer tant que l'opérateur ne sera pas sorti de la zone et aura réarmé. Un autre exemple, c'est la protection d'accès.
Là, notre scrutateur laser agit un petit peu comme une barrière immatérielle. On franchit la zone, ça arrête la machine ne redémarre pas tant qu'on n'aura pas réarmé. Ou encore la protection de zone. Et là, on définit une zone d'alerte, on définit une zone de coupure. Et tant qu'on est dans la zone de coupure, la machine ne peut pas tourner. Lorsqu'on la quitte, la machine peut redémarrer. Cette zone d'alerte peut également permettre de faire une zone de vitesse lente. Notre dernière étape de réduction des risques, et toujours la dernière, c'est les mesures d'information pour l'utilisateur. Donc on va sensibiliser le personnel avec des dispositifs d'avertissement optique, acoustique, faire de la signalisation, du marquage, mettre en place des pictogrammes, former et organiser les instructions, mettre en place des procédures lockout-tagout, ou encore fournir des équipements de protection individuelle comme des lunettes, des chaussures, des vêtements de protection, ou encore des équipements de protection contre les chutes. Une fois que le fabricant a réalisé ces différentes tâches, il va devoir vérifier que ces mesures répondent bien aux objectifs des normes. Donc il va faire un safety check. Vérifier les mesures de réduction des risques, et cela doit être le reflet de l'évaluation des risques. Il va contrôler toutes les mesures mécaniques et techniques de commande, valider par analyse, faire des contrôles optiques, visuels, mesurer les distances, etc. Il va examiner la documentation, la notice d'instruction, les logiciels. Donc, par logiciel, on entend bien entendu le programme de l'automate. Il va valider par examen également, donc faire une validation dite fonctionnelle, tester réellement que les fonctions de sécurité fonctionnent. Il va faire des tests partiels avec injection de défauts, typiquement simuler un court-circuit entre le canal 1 et le canal 2 de mon interverrouillage pour garantir que celui-ci détecte bien le défaut, ou encore des mesures, par exemple contrôle de résistance des liaisons équipotentielles, mesure de bruit, ou encore des mesures de temps d'arrêt pour une barrière immatérielle ou un robot. Seulement une fois toutes ces phases réalisées, notre fabricant pourra établir sa déclaration de conformité et la signer. Donc seulement en cas de validation réussie et lorsque toute la documentation technique est en place. Il pourra alors appliquer le marquage CE et devra conserver tout ce dossier technique pendant 10 ans. En plus de ça, en plus du produit, il doit livrer une notice d'instruction, les informations pour l'utilisateur et la déclaration de conformité ou d'incorporation de sa machine ou de sa quasi-machine à l'utilisateur. Maintenant qu'on a vu les obligations du fabricant, on va voir un petit peu quelles sont les obligations de l'exploitant. Alors l'exploitant, lui aussi, il doit répondre à quelques règles. D'accord ? Il doit pouvoir se fier, dans la mesure où il ne dispose pas d'autres connaissances, au fait que les exigences légales ont été respectées par le fabricant lors de la construction de la machine. Toutefois, c'est le fabricant qui confirme en établissant et en signant la déclaration de conformité que celle-ci est conforme. Attention toutefois, ça ne s'applique pas en cas de défaut clairement identifiable, comme par exemple l'absence de dispositif de protection. Le marquage CE, ce n'est pas un gage de qualité et il ne faut jamais se fier aveuglément au marquage CE. Faire confiance, c'est bien, mais contrôler, ce sera toujours mieux. Donc l'exploitant, si possible, doit toujours convenir d'un droit de regard avec le fabricant. Donc ça, c'est un fort conseil que je vous donne. Donc les consignes sont claires, mais exigez ponctuellement de consulter le dossier technique de votre machine. Donc, les documents qu'on conseille particulièrement de vérifier, c'est l'appréciation des risques. Normalement, un fabricant consciencieux qui a passé du temps à faire une appréciation des risques ne vous dira jamais que vous ne pouvez pas consulter l'appréciation des risques. Souvent, c'est un signe que celle-ci n'a pas été faite. Vous pouvez également demander à consulter les rapports de vérification, donc les calculs de niveau de performance, de niveau d'intégrité de sécurité.
Et vous pouvez également demander à consulter les documents de validation, comme les protocoles de mesure, de contrôle, le safety check éventuellement. Le fabricant n'est toutefois pas tenu de vous fournir ces documents, mais demandez au moins à les consulter via votre cahier des charges. Ce sera d'une grande aide pour gagner un petit peu de confiance et puis pour vous assurer que votre fabricant fait les choses dans les règles. Encore une fois, la confiance c'est bien, le contrôle c'est mieux. Grattez un petit peu la surface, il n'y a pas de conformité CE partout où il est écrit CE. On voit encore trop de machines marquées CE, mais qui ne sont pas conformes. En termes d'exigences légales, donc l'exploitant, il doit suivre l'ordonnance sur la prévention des accidents qui nous dit par exemple à l'article 24, des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s'ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs. Cela signifie que si la machine n'est pas sûre, elle ne doit pas être utilisée. Donc l'opérateur, lui, on lui recommande de définir plusieurs étapes. Donc définissez les étapes clés auxquelles vous allez valider que la machine que vous êtes en train d'acheter est conforme. Donc on vous parlait tout à l'heure de DRA FATSAT. Vous pouvez en première étape évaluer les risques de conception, valider la conception chez votre fabricant de machine. Ensuite, une fois la machine réalisée, vous allez pouvoir faire une FAT, donc un test d'acceptation en usine, valider avant la livraison de votre équipement que celle-ci répond bien à votre cahier des charges. Ensuite, une fois la machine mise en service sur votre site, vous allez pouvoir procéder à un test d'acceptation sur site. Donc là, vous allez valider avant la mise en œuvre en production de votre machine que celle-ci s'intègre bien dans l'environnement, ne génère pas de nouveaux phénomènes dangereux avec les environnements qui gravitent, avec les différentes machines qui gravitent autour de celle-ci. Pour ce faire, évaluez non seulement les exigences qualitatives et quantitatives du produit, du process, mais exigez également d'avoir une vue sur les exigences légales de sécurité. Quelles sont les directives, les ordonnances qui sont prises en compte? Le fabricant est-il conscient de sa responsabilité? Comment se déroule le processus d'évaluation de la conformité? Quels sont les documents techniques nécessaires? Est-ce qu'ils sont établis correctement? Le concept de protection peut-il être combiné avec le concept d'utilisation aux différentes étapes du cycle de vie de votre machine? L'exploitant, il doit également s'assurer des exigences légales. Il doit contrôler les dispositifs de protection. On lui dit contrôler régulièrement l'état de technique de la sécurité de vos machines. Il n'y a cependant pas d'intervalle de temps prescrit en Suisse. L'ordonnance sur la prévention des accidents nous dit l'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés et si aucune indication du fabricant n'est disponible à ce sujet, on vous recommande de les tester au moins une fois par an. La loi sur l'assurance accident nous dit également l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre des mesures d'amélioration de la sécurité dès lors qu'elles sont nécessaires selon l'expérience, applicables selon l'état de la technique du moment et raisonnables au vu des circonstances. Et ça, vous le retrouvez à l'article 82, section 2 de cette loi sur l'assurance accident. Attention également lorsque vous faites une modification d'une machine, un rétrofit. La CFST décrit dans son document d'aide sur l'utilisation d'équipements de travail ayant subi d'importantes modifications comment procéder à cette évaluation. Première étape, vous allez devoir procéder à une analyse des dangers. Est-ce que vous avez créé un nouveau danger? Est-ce que vous avez augmenté un risque? Sinon, vous n'êtes pas dans une modification importante. Toutefois, si oui, suivez le processus et validez que vous n'êtes pas dans un cas de modification importante. Lorsque vous atteignez une modification importante ou substantielle, l'exploitant qui effectue
cette modification importante devient le nouveau fabricant de cette nouvelle machine créée. S'il n'y a pas de changement significatif, la conformité existante du fabricant d'origine reste maintenue. Chaque rétrofit, chaque modification doit être considérée, évaluée individuellement, mais on peut toujours dire ce qui suit. Les mesures qui visent à améliorer la sécurité ne sont en règle générale pas des modifications importantes. En règle générale, si l'utilisation prévue n'est pas modifiée, il s'agit que d'une modification de l'objet et ce n'est pas non plus une modification importante. Mais attention, si vous ajoutez de nouveaux actionneurs, vous créez potentiellement de nouvelles zones dangereuses. En cas de modification des dispositifs de protection existants ou dans le cas de mesures qui visent à augmenter les performances de la machine, là, vous pourriez augmenter un risque existant et il pourrait y avoir une modification substantielle. Typiquement, le fait de rétrofiter l'armoire électrique de commande pour la mettre à jour par rapport aux techniques actuelles, dès lors qu'on ne change pas le cadre d'utilisation de la machine, n'est généralement pas une modification dite substantielle. L'exploitant, lorsqu'il va générer un ensemble de machines, donc une autre question que se posent souvent les exploitants de machines et d'installations, c'est à partir de quand je parle d'un ensemble de machines, à partir de quand j'ai besoin de réaliser une certification d'ensemble de ma machine. Donc là, il s'agit d'évaluer 3 critères. Premier critère, le contexte technique de production. Est-ce que je produis un composant de bout en bout avec toute ma ligne? Est-ce que j'ai un lien de sécurité entre les différents éléments? Et est-ce que j'ai un système de commande commun? Si les 3 s'appliquent, à ce moment-là, on parle d'un ensemble. Vous pouvez vous référer au document de la SUVA, ensemble de machines, l'essentiel en bref, qui vous décrit à partir de quand considérer que vous êtes sur un ensemble de machines. Une petite remarque, le simple fait de chaîner des dispositifs d'arrêt d'urgence individuel en un arrêt d'urgence de ligne ne constitue pas encore un ensemble de machines. Ce qui peut sembler à première vue être un ensemble ne l'est pas forcément. Donc on ne va pas toujours avoir besoin, lorsqu'on chaîne des arrêts d'urgence, de faire un marquage CE d'ensemble de notre machine. Par contre, attention, dès lors que vous pourriez générer un ensemble de machines, demandez-vous toujours qui est responsable de la conformité de cet ensemble. Est-ce que vous nommez un des fabricants d'origine d'une des machines comme étant celui qui doit marquer CE l'ensemble? Est-ce que ce sera l'intégrateur de la ligne? Est-ce que ce sera l'utilisateur? Donc vous. Toutes les parties mentionnées peuvent être impliquées dans le projet. En fin de compte, une seule instance pourra délivrer la conformité de l'ensemble et c'est votre cahier des charges qui le définira. Merci pour votre attention sur cette petite partie de présentation. Je vous présente également rapidement notre société Pilz et comment nous pouvons vous accompagner dans la sécurité de vos machines. Donc la société Pilz est spécialisée dans les conseils, les services. On fournit des conseils, des prestations aux différents acteurs économiques qui travaillent avec des machines, donc fabricants, importateurs, distributeurs, exploitants de machines et d'installations. On travaille sur toutes les parties du cycle de vie de la machine, à réaliser des appréciations des risques, des concepts, des validations. On peut vous suivre à l'international sur la réglementation externe à l'Union européenne et on peut vous accompagner au poste de travail. Nous sommes également experts en formation avec un panel relativement large de formations, du niveau débutant jusqu'au niveau expert, comme par exemple avec notre formation phare CMSE, Certified Machinery Safety Expert, qu'on prodigue avec le TÜV, qui vous permet également de gagner des points au niveau de la SSST. On a des formations en ligne, des formations sur site, des formations basées sur le web. Et vous pouvez dès à présent contacter un de nos référents en fonction de votre situation géographique en Suisse pour pouvoir poser toutes vos questions
concernant nos produits, nos prestations de services sur le territoire suisse. Nous sommes basés à Magenville. C'est notre siège. Tous nos employés, on a une trentaine d'employés sur place. On a notre propre entrepôt de produits, des salles de formation pour vous accompagner. On reçoit également nos clients sur site si vous avez des besoins particuliers. Et je tiens à vous dire un grand merci pour votre attention durant toute cette présentation. Merci beaucoup pour la présentation. Nous avons reçu des questions. Je commence avec la première. La nouvelle réglementation européenne sur les machines a apporté plusieurs nouveautés pour les fabricants de machines. À partir de quand cette nouvelle réglementation s'applique-t-elle et que faut-il prendre en compte à ce égard? Alors, la nouvelle réglementation machine est déjà entrée en vigueur. C'est-à-dire que cette réglementation machine s'applique depuis environ la moitié 2023. Toutefois, on a une période de transition d'environ 42 mois qui s'étend, qui continue pour le moment, avec différentes étapes à différents moments qui vont entrer en vigueur. Et la directive machine actuelle va sortir du cadre législatif à partir du 20 janvier 2027, et c'est cette date-là qui est choisie comme la date de mise en œuvre de cette nouvelle réglementation machine. Merci beaucoup pour la réponse. Je continue avec la deuxième question. Que dois-je faire avec une machine de 30 ans qui est encore utilisée dans mon entreprise et qui n'a pas le marquage CE? Alors, une machine qui a 30 ans, elle devait répondre à la réglementation initiale lors de sa mise en circulation. Toutefois, on a des lois comme l'assurance accident, l'ordonnance sur la prévention d'accidents en Suisse, qui nous demandent de vérifier à intervalles réguliers quelle est la conformité de l'équipement, est-ce qu'il répond toujours aux objectifs de l'état de la technique actuelle. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est de procéder à une analyse technique de la sécurité afin de pouvoir vous assurer que l'état actuel de la machine permet bien de répondre à l'état actuel des normes. Merci beaucoup. Je continue avec la finale question. Je suis responsable de la sécurité dans une entreprise de transformation et je constate régulièrement des manipulations sur les interrupteurs de sécurité mécanique. Que puis-je faire? Alors, les manipulations sur les interrupteurs, les dispositifs de verrouillage, d'interverrouillage, c'est très fréquent, malheureusement, et c'est à l'exploitant de s'assurer que les mesures de sécurité sont en place, fonctionnent, sont fonctionnelles, et donc c'est à lui de s'assurer également de quelles sont les raisons de ces manipulations. Donc ce qu'on peut faire généralement, c'est toujours mettre en place un mode dégradé qui permet d'accéder sans avoir besoin de tricher sur le dispositif de verrouillage ou d'interverrouillage. On doit également toujours chercher à sensibiliser les opérateurs. La sécurité, ce n'est pas pour les embêter, c'est pour leur sécurité. On peut prendre des mesures techniques, mettre en place des montages indémontables, mettre en place des sécurités inviolables. Et on peut aller jusqu'à des sanctions, le cas échéant. Et il faut s'assurer toujours que la sécurité est respectée. Dans la mesure du possible, les mesures doivent toujours être discutées avec l'opérateur parce que s'il a des raisons d'accéder en dehors du cadre, il y a peut-être une raison derrière. Merci beaucoup. Ça, c'est la finale question qui est arrivée. Je retourne à toi et à Beat. Merci beaucoup. Hey, super présentation, encore une fois. Hein. Merci. Maintenant en français. Merci beaucoup, hein, Nicolas. Hein. Super présentation. Hein. Aussi, la question de vous, hein, chers spectateurs, c'est super, très bien. Hein. Je crois que c'est un discours captivant. Hein. Je suis absolument sûr. On a écoute, c'est pas seulement le producteur de machines. Responsabilité, c'est l'expert en sécurité. L'expert en sécurité, exactement. Merci beaucoup.
Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne journée. Et pour tout le monde qui fait un très long week-end après 1er mai, un bon long week-end et à bientôt dans notre dernier webinaire. À bientôt. À bientôt, Au merci. revoir.